Je vais dans un premier temps passer la parole donc à Olivier Poncert, qui est enseignant en didactique visuelle. Il va être accompagné de 2 étudiantes, Bérénice Vialard et Camille Debar, qui vont également vous présenter leur point de vue sur la formation. Je vous incite à poser les questions que vous souhaitez dans l'onglet conversation tout au long de la présentation. N'hésitez pas, moi je les compile. Et puis ensuite, une fois que la présentation sera finie, je les transmettrai du coup aux 3 intervenants et puis ce sera sous forme de questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas. Olivier, je te passe la parole. Ok, merci Lucille. Donc, je vais prendre une petite dizaine de minutes pour vous présenter à la fois l'atelier via 2 sites principalement, très nourris et actualisés en permanence. Donc, plutôt que de faire un PDF, je vous propose de naviguer sur ces sites et puis vous pourrez y retourner si ça vous intéresse pour découvrir peut-être plus en profondeur les projets présentés. Donc, en 2 mots, l'atelier de didactique visuelle est un des 3 ateliers de l'option communication à la Haute École des Arts du Rhin. Et donc, c'est un atelier qui est spécialisé dans la formation de futurs professionnels à la médiation par l'image, à la didactique visuelle. Donc, c'est un champ de la communication qui permet de communiquer des messages, de s'intéresser à tous les champs en fait de la culture, des arts, des savoirs. Donc la formation tient en deux grands axes, un travail d'illustration naturellement et également un travail de graphisme. Tout cela orienté pédagogie. Donc, je vais vous partager un des sites en question. Donc, le premier, c'est le site de didactique visuelle. Donc, sur ce site, vous allez retrouver beaucoup de choses qui sont à la fois l'actualité de l'atelier, naturellement, avec les conférences que l'on peut organiser, les expositions, et des comptes rendus d'échanges et de stages que font nos étudiants. Et puis une présentation de l'atelier. Donc je pense que le mieux, c'est de présenter l'équipe pédagogique. Comme ça, vous aurez un petit peu tous les champs que j'ai rapidement évoqués. Donc moi-même, donc Olivier Poncert, responsable de l'atelier. Aurélie Gache, donc c'est toute la partie graphique. Donc elle est graphiste, elle s'occupe de musées aussi. Elle fait un travail autour de l'expographie. Elle fait beaucoup de choses dans les champs de la médiation et de la transmission des savoirs. Olivier Marc Nadel, qui est illustrateur plutôt documentaire, mais il fait aussi de la fiction. Donc lui aussi, il travaille avec des musées, il travaille sur des scénarios de films, sur des storyboards de films, avec, je sais pas, Malater, par exemple, sur les premiers hommes. Et puis André Villers, qui lui s'occupe plus particulièrement de la dimension numérique, toute l'approche numérique, puisque évidemment, la médiation par l'image passe aussi par les outils numériques. On a 3 médecins aujourd'hui qui interviennent dans des champs spécifiques chacun. Ça, c'est un petit peu l'histoire de l'atelier. L'atelier a été construit au départ sur une spécialisation en illustration médicale. Au tout départ, en 72, il a été créé en même temps que l'atelier d'illustration. Les étudiants faisaient voilà, de l'illustration chirurgicale, médicale, donc c'était extrêmement spécialisé. Donc ça demeure une possibilité d'approche de la médiation par l'image dans le champ de la médecine et de la santé. Mais bon, c'est une spécialisation qui n'est plus centrale. C'est une option, si on veut, qu'on peut prendre à partir notamment de la 4e année. En 3e année, c'est une initiation. Et en 4e année, on peut prendre des cours, par exemple, avec les étudiants en médecine, faire des TP d'anatomie ou d'autres choses. Nadine Bailly, qui elle est psychologue, donc ça c'est plutôt l'angle culture des publics, puisqu'en fait elle intervient pour parler notamment du développement de l'enfant, puisque une partie des projets, pas la totalité, mais une partie des projets que l'on peut mener s'adresse aux enfants, et donc ça me paraissait intéressant d'organiser une formation sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant. On l'a été, mais on s'en souvient pas forcément. Thomas Delamarre, donc lui c'est un enseignant qui est un enseignant associé, en fait il est conservateur, il était conservateur à la Fondation Cartier
Et aujourd'hui, il est directeur d'un centre d'art, le centre d'art Claude et Georges Pompidou dans le Lot. Et donc lui, il intervient plutôt sur la dimension expographique et commissariat d'exposition, un peu qu'est-ce que c'est que de travailler sur la médiation de l'art contemporain. Et pour finir, Eloisa Pérez, qui intervient aussi dans l'atelier en tant que graphiste. Et donc, si vous connaissez un petit peu des articles qu'elle a pu faire, elle a pas mal publié, elle publie en permanence, elle est doctorante en cours de thèse. Et donc, elle travaille sur le graphisme plutôt sous l'angle pédagogique. C'est vraiment son champ de recherche privilégié. Donc voilà, donc au niveau de l'effectif étudiant, on a une quinzaine d'étudiants par année. Donc là, tout à l'heure, nous allons rencontrer deux de nos étudiantes, Bérénice Vialard qui est en 4e année et Camille qui est en 5e année. Une rubrique, alors projet, oui, pardon, projet, avant, projet. Ici, c'est toute la gamme en fait des propositions que l'on peut mener, soit en 2e année, soit en 3e année. Donc, si vous cliquez, évidemment, vous accédez au projet. Et si vous voulez voir en vrac, entre guillemets, tous les projets sans les filtrer, là, vous avez toutes les réalisations auxquelles vous pouvez accéder dans les différents cours et dans les différentes propositions pédagogiques. Après, il y a une rubrique qui peut peut-être intéresser des gens qui s'intéressent à l'atelier ou qui se questionnent sur nos champs professionnels et à quoi forme l'atelier. Donc, c'est une rubrique qui est à jour le plus possible, où l'on va retrouver tous les étudiantes et les étudiants qui sont passés par l'atelier, qui sont diplômés de l'atelier, par promotion, donc sur toutes les années depuis que j'enseigne, en fait, donc depuis 98. Et on va pouvoir sélectionner, en fait, les spécialités auxquels ces étudiants peuvent être associés. Donc, est-ce qu'ils sont plutôt illustrateurs? Donc, si on clique sur illustrateur, on va filtrer tous ceux qui ont une approche plutôt de l'illustration didactique, l'illustration médicale. Donc, encore une fois, c'est un effectif beaucoup plus réduit puisque c'est vraiment des étudiants qui s'intéressent à cette approche de la médiation par l'image de la médecine en particulier, voire de la chirurgie, voire de la santé, voilà. Les étudiants devenus jeunes professionnels qui s'intéressent à la typographie, au graphisme print, au design d'information, qui évidemment est un champ du graphisme très développé, avec une attention particulière dans l'atelier. Le graphisme web, donc on l'a dit, les approches numériques, design d'application, photographe. On a plusieurs étudiants qui aujourd'hui sont plutôt dans le champ de la photographie. Il y en a qui sont des artistes au sens large, il y en a qui sont vraiment axés sur la pédagogie, sur la médiation, sur le journalisme. On a plusieurs étudiants qui ont fait derrière soit un travail de journaliste, soit ont fait une formation complémentaire en journalisme. Voilà. Donc par cette rubrique métier du site Didactique Visuelle, vous aurez pas mal d'indices sur ce que peuvent faire nos étudiants une fois diplômés de l'atelier. Donc sur la page d'accueil du site, tout en pied de page, tout en bas, vous allez retrouver à la fois les liens sur les réseaux sur lesquels on est inscrit, donc sur Facebook, Twitter. Twitter est moins actif, mais Facebook et Instagram sont très actifs. Et puis des liens vers les sites développés dans le cadre du programme de recherche. Donc, associé à l'atelier, donc qui s'appelle Didactique Visuelle, il y a un programme de recherche qui s'appelle Didactique Tangible. Donc, je vous propose juste d'y faire un tour très très vite. Donc, sur ce site, vous allez retrouver la restitution de tout ce qu'on mène dans le cadre de ce programme de recherche. Donc, à la fois sous un angle recherche fondamentale. Donc, ce sont des journées d'études, des conférences, des cycles de conférences. Et par exemple, la prochaine journée d'études que l'on organise, c'est une journée d'études qui aura lieu jeudi 3 février, autour de la question de la biodiversité en ville. Donc, c'est un projet qui est soutenu par l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Et je vous parle de ça parce que ça donne un petit peu aussi le côté, la curiosité, l'ouverture que l'on essaye d'avoir dans l'atelier. Avec, donc, on aura des interventions de deux philosophes, dont un philosophe urbaniste, quelqu'un de la ville, puisque derrière, on va faire une exposition dans la ville sur la question de la biodiversité, mais aussi naturellement des designers, enfin un designer, une artiste, qui se dit aussi artiste designer, et un graphiste.
Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'esprit du programme de recherche, développer une réflexion sur des thématiques liées au programme de recherche, et puis bien sûr avoir un versant recherche appliquée, ce qu'on appelle recherche-action, avec des propositions qui se développent in situ. Par exemple, la dernière exposition que l'on a menée l'année dernière, c'était une exposition sur la photographie, donc qui s'appelait le fait photographique, avec une galerie à Strasbourg qui s'appelle la Galerie La Chambre, avec une exposition et toute une série de dispositifs qui ont été réalisés pour parler de la photographie, pour développer une réflexion, une pédagogie de la photographie sur des thématiques données. On m'entend toujours? Bon. Voilà. Et donc, juste pour finir sur le programme de recherche, toujours pour parler de cette ouverture de l'atelier au monde, c'est vraiment un atelier qui est professionnalisant, qui est ancré dans le vrai, dans la relation au savoir, puisque pour médier un savoir, il faut avoir des sources de savoir, des experts, des spécialistes. Donc, on travaille beaucoup avec l'université, souvent soutenu par l'IDEX. On a eu 3 fois des budgets qui nous permettent de développer des projets, notamment dans le cadre de la recherche. Donc, l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité que j'évoquais sur cette journée d'études à venir. La Chambre, c'est l'exposition passée. Et puis voilà, des musées, bien entendu, des bibliothèques universitaires liées à la santé ou à d'autres domaines. Voilà, puis on s'est diversifié aussi sur des choses très, très spécifiques, comme par exemple, on a fait une application autour de la fabrication d'un journal avec les dernières nouvelles d'Alsace. Voilà, donc beaucoup de propositions, ou le CDAD, qui est le Conseil départemental de l'accès au droit. Et donc ça, c'était une application qu'on a réalisée sur la justice et les jeunes. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Super. Bah, du coup, moi, c'est Camille Debar. Je suis entrée dans l'atelier didactique en 3e année, en équivalence, après avoir fait un BTS en design graphique à Paris. Et du coup, je vais vous présenter 2 projets que j'ai pu faire au sein de l'atelier. Le premier projet, c'est un projet de 3e année, un des premiers que j'ai réalisé dans l'atelier, un projet éditorial du coup. On a travaillé avec la papeterie Lana Papier, qui est basée à Strasbourg. Et on nous a chacun et chacune attribué en fait un type de papier différent qu'ils produisaient sur place. Moi, celui que j'ai eu, il s'appelle Tutti Frutti, et en fait, c'est le résultat de papier officiel, comme des passeports, etc., qui ont été recyclés. Et c'est pour ça qu'il y a des sortes de petites fibres, comme vous pouvez voir dedans, qui sont révélées à la lumière UV. En fait, c'est des raisons de sécurité, c'est pour vérifier la véracité des passeports, etc. Voilà, je vais vous montrer encore un peu l'idée. Et moi, du coup, ce que j'ai pu réaliser, le sujet, c'était de réaliser un objet éditorial, c'était assez libre, mais avec la contrainte du papier. Et moi, j'ai travaillé sur les blasons, sur l'héraldique, etc., avec pour idée de montrer, comment dire, de découvrir toute la symbolique qui se cache derrière ces blasons. Et pour ce faire, du coup, j'ai pu imprimer en sérigraphie ce que vous voyez en bleu, qui est révélé à la lumière UV. C'est une impression en sérigraphie qui, du coup, n'apparaît que quand elle est éclairée grâce aux lumières bleues. Du coup, c'est pour créer un petit peu 2 niveaux de lecture, voilà, sur le livre, avoir le blason avec une explication assez didactique, assez historique de l'histoire du pays, et une autre, un système de révélation pour avoir quelque chose de plus poétique, plus symbolique. La sérigraphie, j'ai pu la réaliser dans les ateliers de l'école aussi. C'est un des avantages de la IR. Du coup, j'ai pu être accompagnée pour voir comment utiliser ce genre de technique. Voilà. Et pour le second projet,
En 4e année, du coup, pendant le second semestre, les étudiants partent soit en Erasmus, soit en stage, soit en échange, enfin, il y a des choses assez variées. Et moi, comme avec le Covid, j'ai pas pu partir en Erasmus, j'ai fait mon stage chez La Physique Autrement, qui est un groupe de vulgarisation scientifique à Paris-Saclay, avec notamment Julien Bobroff. En tout cas, il travaille beaucoup sur des notions de physique quantique en général. Et moi, j'ai travaillé sur les métamatériaux. Alors, je vais vous montrer un petit extrait, mais au final, moi, ma production, ça a été un stop motion. Les métamatériaux, pour faire très simple, c'est une sorte de petit matériau qui peut recouvrir des surfaces pour que la lumière passe au travers, entre guillemets, et rende l'objet invisible. Alors, est-ce qu'on peut rendre invisible avec la physique? Pour répondre, il faut d'abord comprendre finalement ce que ça veut dire être visible. Si on prend un objet, bah oui, très bien, ce petit bateau. Ce petit bateau, on le voit parce qu'il réfléchit la lumière ou qu'il la diffuse. Donc, pour le rendre invisible, il faudrait arriver à transformer les rayons pour qu'il ne le voit pas, qu'il passe à travers en quelque sorte. Donc, il faut trouver une façon de tricher avec la lumière, de l'obliger à croire que le bateau n'est pas là. Et pour faire ça, eh bien, fondamentalement, il va falloir comprendre ce que c'est que la lumière. Je t'ai dit que la lumière, c'était des rayons, mais en fait, chacun de ces rayons, en réalité, est une onde. Alors une onde, c'est une propagation, une oscillation, voilà, un peu comme tu la dessines là, qui va avancer, qui va se propager. Du coup, pour cette vidéo, moi, j'ai vraiment travaillé avec un spécialiste, comme disait Olivier Poncer, parce que j'y connais rien en physique. Et donc, j'ai travaillé avec Julien Bobroff, qui m'a expliqué plein de notions. Et ensuite, on a réfléchi à comment est-ce que on pouvait vulgariser ça en sachant que notre cible, c'était pas spécialement les enfants. Voilà, du coup, la vidéo, c'est une sorte de dialogue où il y a des notions assez techniques sur qu'est-ce qu'une onde, etc. On reprend les bases et après, on essaye de voir quelles applications dans la vraie vie, qu'est-ce que ça peut prendre comme forme concrète. Du coup, comme vous pouvez voir, moi, j'ai fait plein de tampons pour parler de ça. Et c'est aussi une des choses que je voulais souligner en didactique, qui moi me plaît, c'est que on est souvent amené, je trouve, à créer nos propres outils pour pouvoir vulgariser entre guillemets ou créer des nouvelles formes visuelles pour parler de plein de notions abstraites. Et moi, c'est ça qui me plaît personnellement. Et ça peut prendre des formes vraiment très variées en fonction des différents étudiants. Moi, je fais ça, mais mes camarades, ils auraient sûrement choisi une toute autre forme, une forme super différente pour parler de la même chose. Voilà. Et une des dernières formes qui a pris le projet, que vous pouvez aller voir aussi si ça vous intéresse, c'est une conférence qui a été faite en live avec Julien, où pendant que lui explique et va un peu plus loin sur les métamatériaux, moi, il y a mon plan de travail qui est filmé et je suis filmée, on voit mes mains en train de tamponner, etc., pour essayer de le suivre et expliquer. Voilà, moi j'ai terminé pour mes 2 petits projets. Super, merci beaucoup Camille. C'est vrai que cette idée que l'atelier emprunte des voies et des médiums très variés, collabore avec l'atelier livre pour la première partie, ou avec l'atelier vidéo, l'atelier animation, les différents ateliers de l'école, atelier bois ou autres, l'atelier léger qui permet de faire des objets. Donc c'est vrai que cette diversité de médiums, c'est une chose très importante et la fameuse notion d'auteur que tu as effleurée en évoquant le fait que chaque étudiant a sa facture et à sa signature, ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient parce que souvent on pense que médiation égale un ton unique, un petit peu neutre comme ça. Non, pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fonction des étudiants et les réponses des étudiants au projet soient à leur image et très variées. Donc on va passer tout de suite la parole à Bérénice. Bonsoir, donc moi je suis arrivée aussi l'année dernière en équivalence, après avoir fait un DNA en design graphique. Et donc moi ce qui m'intéressait dans la section particulièrement, c'était, comme l'a expliqué Camille juste avant, c'était l'idée de pouvoir travailler avec énormément de médiums différents et de s'adapter à un projet, enfin de choisir le médium en fonction du projet et pas de devoir inventer un projet en fonction d'un médium. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on touche à tout, chacun peut créer son univers et c'est
c'est très intéressant et très stimulant. Donc, je peux commencer avec un premier projet qui est le premier projet réalisé l'année dernière, qui était en partenariat avec la réserve naturelle de l'île du Rorschollen. Oui, donc le premier projet, on était allé sur site dans une réserve naturelle et chaque étudiant, donc on était avec un guide, hein, il y avait un guide nature qui nous a fait tout un exposé sur la biodiversité, sur le site lui-même, qui est donc une réserve naturelle aux environs de Strasbourg, enfin collée dans Strasbourg, mais un peu excentrée. Et ensuite, chaque étudiant, effectivement, s'est saisi d'une thématique et Bérénice a fait cette proposition. Du coup, là, le cours en question, c'était jeu de papier. Donc, on a pu expérimenter le pop-up. Donc, on a eu aussi un workshop avec un professionnel du livre pop-up qui a pu nous donner des techniques et des idées aussi pour réaliser notre livre. Et donc, comme le disait Olivier, on a chacun choisi notre thématique. Donc, c'était vraiment libre. Et moi, je sais que j'avais travaillé autour de la sensibilisation à toutes les règles pour la préservation de l'environnement au sein de la réserve. Donc, c'était une sorte de jeu de conséquences, de causes et de conséquences en cas de non-respect des règles. Et aussi, c'était une manière d'expliquer pourquoi les choses étaient faites de cette manière dans cette réserve qui avait pour la particularité d'être une forêt alluviale, donc avec des inondations pour préserver certaines espèces. Et ensuite, je peux vous parler d'un projet plutôt axé sur justement la didactique médicale, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est le projet qu'on a réalisé l'année dernière avec Mathieu Delembach, qui est un urgentiste. Donc, le principe, c'est qu'on a eu des cours sur le cœur humain ou les poumons, et chacun choisissait l'un des deux organes. Et on devait réaliser une édition qui expliquait le fonctionnement du cœur ou une maladie en particulier. Donc moi, j'avais choisi de développer sur le cœur et le canal atrioventriculaire, qui est une malformation qu'on retrouve surtout sur les jeunes enfants trisomiques. Et en gros, j'ai voulu faire une édition à deux entrées, donc à deux côtés. Donc d'un côté, on pouvait voir à la fois l'anatomie d'un cœur sain, donc d'un cœur qui n'est pas malade, avec tout le fonctionnement, parce qu'avant d'expliquer pourquoi un cœur ne fonctionne pas, je trouvais judicieux d'expliquer comment un cœur est censé fonctionner. Et du coup, quand on retourne l'édition, on a ensuite à peu près la même mise en page, mais avec l'explication de cette malformation et ses conséquences et quelles sont les possibilités pour les parents afin d'être informés, mais le plus simplement possible, donc en utilisant des mots simples, des schémas les plus clairs possibles. Et il y avait aussi au tout début de l'édition, comme on le voit là en haut à gauche, un résumé en fait de l'intérieur de chacune des parties qui expliquait de manière très synthétique le fonctionnement du cœur et le fonctionnement du cœur malade. Et donc là, je vais vous parler d'un projet qu'on peut réaliser en quatrième année. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a la possibilité de prendre une option et une direction un peu plus médicale. Et donc, ça s'appelle donc les TP d'anatomie. C'est en relation avec la faculté de médecine de Strasbourg. Donc, c'est 4 cours, il me semble, dans le semestre, où on va passer une matinée avec les élèves de deuxième année de médecine et on assiste vraiment aux cours d'anatomie, enfin de TP d'anatomie. Donc, il y a des préparations de corps humain et on y va pour dessiner. Chacun choisit une région anatomique. Donc, ça peut être l'abdomen, les membres, le thorax, ce qu'on préfère. Et ensuite, donc on va dessiner. Donc, c'est 4 séances vraiment de dessin. Et ensuite, avec Laura Elena Lemaître, qui est médecin, on a la possibilité après, toutes les 2 semaines, d'avoir un retour de sa part. Et elle vient en fait regarder nos dessins, nous aider à les annoter, à les comprendre, à comprendre en fait qu'est-ce qu'on dessine. Et à l'issue de ce semestre, on a la possibilité de réaliser une édition où il y a nos croquis, où on peut un peu prendre le temps de les arranger, de les présenter pour avoir une cohérence et les présenter de manière à transmettre un peu ce semestre qu'on a passé à découvrir l'anatomie du corps. Et à l'issue aussi de ce cours, on a un examen avec un chirurgien où justement on présente nos éditions et on présente nos éditions ainsi que on a une espèce de cours examen, un oral, voilà. Une épreuve sur table, en fait. Vous devez dessiner une préparation et le médecin vérifie si vous avez compris ce que vous avez dessiné. Écoute, Bérénice, comme on a pris 5 minutes de retard, je
propose qu'on passe aux questions parce qu'il est déjà 37. Et éventuellement, on reviendra sur le dernier projet si jamais ça répond à une question. Ça t'embête pas? Ah oui, pas de souci. Ok, merci. Oui, alors bon, il y avait une toute première question sur les journées d'études que tu as présentées, à savoir est-ce qu'il est possible d'y participer quand on ne fait pas partie de l'atelier? Alors peut-être hors IR et IR, c'est-à-dire que voilà, complètement en externe, et puis sinon si on est dans une autre euh, formation à la IR. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 c'est ouvert au public. En ce moment, bon, présentation du pass vaccinal, mais oui, oui, bien sûr, c'est ouvert au public. Après, nous, on a une politique comment dire, de publier en permanence ce qu'on fait. Donc, toutes les journées d'études ou les conférences sont restituées en vidéo, donc sur la chaîne de l'atelier. On a, ça fait partie des adresses qui sont sur le site. On a, je sais pas, 350 ou 400 vidéos maintenant avec énormément de conférences qui sont accessibles et en ligne. Oui. Mais le principe de l'atelier, notamment pour ces conférences, c'est aussi de les co-organiser. Donc c'est une autre façon de répondre à la question, mais comme on les co-organise pour certaines avec la faculté, l'université, la faculté d'histoire par exemple, donc c'est forcément des publics croisés. Enfin, nous, il y a vraiment cette idée de circulation, quoi. Combien d'étudiants à peu près vous accueillez en équivalence? Alors peut-être du coup en troisième année, puis en quatrième année. Et puis combien il y a de candidats aussi pour donner un ordre d'idée? Alors, pour la troisième année, on accueille les étudiants de l'école prioritairement, et puis c'est ouvert aux équivalences. Donc, évidemment, le flux de l'école n'est pas le flux principal d'étudiants. On a, suivant les années, entre 2, 4, 5, 6 étudiants venant de l'école. Et comme notre effectif est grosso modo d'une quinzaine, ben voilà, ça fait à peu près une dizaine d'étudiants qu'on accueille en troisième année. Après, nous, notre logique pédagogique, c'est d'accompagner jusqu'au diplôme final les étudiants. Donc, il n'y a pas de rupture entre la troisième année, enfin, sauf incompatibilité ou envie des étudiants d'aller voir autre chose. Mais a priori, les étudiants continuent. Donc, en quatrième année, par la force des choses, on a moins de places. Donc, on est plutôt à 2, 3 places maximum. Et puis voilà. Donc, alors l'année prochaine, il y a une autre organisation, mais qui ne changera rien en fait sur les équivalences. L'année prochaine, l'année 2 sera une année didactique aussi, mais il n'y aura pas d'équivalence en année 2. Donc, il faut retenir une dizaine de places en année 3 et 4 places, grand maximum en année 4. Avec, je ne sais pas, en suivant les années, mais à peu près une cinquantaine d'étudiants qui se présentent en équivalence sur les 2 années, pour l'instant. Et d'où viennent les étudiants qui postulent? Parce que là, il y a une question sur le DNMAD. Donc après le DNMAD, c'est vrai que normalement, on peut rentrer en quatrième année, mais éventuellement, est-ce qu'on peut rentrer en troisième année? Et puis sinon, d'où viennent les étudiants qui sont pris en équivalence? Voilà, là, Bérénice et Camille peuvent répondre en leur nom. Enfin, elles l'ont dit, d'où elles venaient, mais vous pouvez... Je sais que moi, j'avais déjà fait un DNA, donc j'avais déjà fait une troisième année et un diplôme. Et j'ai quand même postulé pour la troisième année parce que je voulais commencer la formation depuis le début pour vraiment découvrir dans son ensemble la formation parce qu'en quatrième année, on part aussi très vite en stage. Donc, c'est pas toujours évident d'arriver et de connaître l'école en très peu de temps et après partir en échange ou en stage. Donc, c'est possible, je pense, de recommencer en troisième année. Alors, c'est vrai que depuis la réforme du DENMAD, la question se pose légitimement. Euh, A priori, ce que vient de dire Bérénice, a priori, la grosse année, disons, de formation sur les fondamentaux de ce qu'on considère être la didactique, aussi bien sous l'angle pédagogique que sur la maîtrise de l'information, les maîtrises de la collaboration, etc., avec des spécialistes divers et variés. C'est vrai que c'est une année importante pour nous. Donc, l'année dernière, par exemple, c'est la première année où vraiment on avait des candidats venant d'un DNMAD. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué que souvent les étudiants qui se présentaient même avec un DNMAD en poche, mais qui proposaient plutôt d'eux-mêmes la troisième année, avaient cette maturité. C'est vrai que nous, il y a quelque chose de l'ordre d'une maturité pour rentrer dans l'atelier. Il faut avoir en tête
un petit peu, comment dire, dans son cursus, avoir découvert ou s'être rendu compte que peut-être le graphisme en tant que tel, ça suffisait pas, on avait envie de dessin, etc. Ou alors l'illustration, raconter des histoires à la première personne, parler de ses histoires à soi, c'était pas forcément l'envie. L'envie, c'était plutôt de mettre ce dessin au service d'un propos. Donc c'est ça aussi qui fait que des étudiants nous rejoignent. Donc pour résumer, là encore, DNMAD, on peut prétendre naturellement, légalement, je dirais, à une 4e année. Mais si les fondamentaux ne sont pas vraiment en place, c'est peut-être bien de refaire une 3e année, sachant que, comme l'a dit aussi Bérénice, en 4e année, nous, la structure pédagogique, c'est un semestre à l'école et un semestre d'échange ou de stage sur le second semestre. Donc c'est vrai que quelqu'un qui intègre la 4e année, si elle n'a pas ce vécu et ce background et ces savoir-faire déjà en place, c'est un peu short, quoi, pour affronter une année de Master 2 avec finalement un petit semestre d'atelier. Du coup, moi, c'est une question qui vient compléter ce que tu viens de dire. Donc, c'est-à-dire que pour rentrer, par exemple, en 3e année, est-ce qu'il faut des compétences en illustration? Et puis aussi, quelles techniques il faut maîtriser? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques à maîtriser? Est-ce qu'il faut des qualités particulières, des compétences particulières? Ben là, je rebondirais sur ce qu'a dit tout à l'heure Camille, c'est-à-dire nous, ce qu'on cherche, c'est des individualités, enfin des identités graphiques, c'est-à-dire des gens qui ont un univers graphique, une curiosité, ça clairement, et puis cette envie de se mettre, comment dire, de se mettre au service d'un propos, d'aller chercher la compréhension d'une information. Elle disait, voilà, quand elle bossait avec Julien Bobreuf, elle ne connaissait rien à la physique quantique ni à ces questionnements. Donc voilà, il faut cette curiosité, cette certaine façon modestie de dire, bah, je ne sais pas, donc je vais aller chercher l'information pour après la digérer et la transmettre. Donc c'est un peu une attitude qu'on recherche, voilà, une posture. Et au niveau des savoir-faire, bon, c'est certain qu'il faut quand même un fond de dessin qui reste quand même un des outils d'expression de l'atelier. Et puis évidemment une maîtrise du graphisme. Mais voilà, il y a aussi des cours sur ces domaines-là en 3e année. Donc s'il y a l'envie et s'il y a cette curiosité, cette générosité, on a des étudiants qui font un vrai parcours de formation dans l'atelier. C'est pas forcément, on n'arrive pas forcément avec tous ces savoir-faire en main, quoi. Par rapport au projet dont tu parlais, et puis aussi Camille et Bérénice, se pose la question de savoir est-ce que ce sont du coup des projets quand un étudiant a une idée, est-ce qu'il développe son projet et il le mène seul, ou est-ce que c'est guidé, et puis il y a combien de projets à peu près par an par étudiant? Camille, tu veux répondre? Beaucoup. Comment dire? On fait pas les projets tout seul. Enfin, moi, les projets là, que j'ai pu montrer, c'était des sujets d'abord, enfin, notamment le premier, ça reste assez libre, les projets restent assez libres, mais par exemple, en 3e année, on est quand même cadré, il y a des partenariats, il y a des objectifs, et cetera, et du coup, on répond à une «demande» entre guillemets. Le stage, c'était encore différent, c'est nous qui allons vers, ce qu'on a envie enfin, les organismes qu'on a envie de rencontrer et les choses qu'on a envie de créer. Mais, je sais pas combien il y a de projets, Beaucoup. Même si on les heu réduit. Même si on les Bah, ouais, il y réduit. en a pas mal. Bah, surtout en 3e année où il y a quand même pas mal de matières, différentes et enfin, en tout cas, on explore vraiment différents supports, il y a au 1er semestre, on fait de la vidéo, au second, on fait de l'animation. À chaque fois, il y a des cours d'atelier avec des gros sujets comme, bah, ça peut être le gros sujet sur la biodiversité. Nous, notre gros sujet, c'était le travail d'édition avec l'ANA papier. Ouais, je dirais au moins 6 sujets, mais en sachant qu'il y en a 2 qui sont très gros et d'autres qui sont un peu moindres, on va dire. Et sur la 3e année, il y a, je sais pas, 3, 4, 5 sujets sur le premier semestre. Et le second semestre, on essaye
aussi en écoutant les étudiants, parce qu'on a toujours ces retours, ces discussions sur la pédagogie, sur comment ça s'organise, voilà. Et donc sur le second semestre de l'année 3, il y a un gros projet qui agrège plusieurs enseignants, enfin en fait tous les enseignants de l'atelier, que ce soit numérique, graphisme, dessin, etc. Donc là, on est parti sur une exposition in situ dans la ville de Strasbourg avec des grands formats affichés, dessinés plutôt. Donc ça va regrouper tous les enseignants autour des étudiants. Et puis, il y a aussi un autre projet de revue, etc. Mais bon, faire la liste des projets, c'est peut-être un peu fastidieux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y en a un certain nombre. Et au niveau de cette idée de contrainte, ou plutôt de cadre, je dirais que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener une matière en prenant un contact avec un spécialiste, etc. Et ensuite, on demande aux étudiants de s'approprier cette matière et de répondre à leur façon, et notamment en troisième année, dans des gammes que l'on propose. C'est-à-dire, par exemple, on demande, là on a vu 2 projets dans cet esprit-là, on leur demande de faire une édition. Donc ça, ils ne font pas une vidéo pour répondre à un projet d'édition, ils font une édition. Et donc l'idée, c'est de collaborer avec l'atelier livre à partir d'une thématique. Mais là, on n'a vu que 2 projets de livres liés à cette idée du premier semestre, mais c'est vrai que si vous voyez les 15 rendus, et vous pouvez les voir sur le site, vous verrez des objets très très différents, avec des styles graphiques très différents, etc. Mais effectivement, tous parlent du thème qui est le thème que l'on a donné, le thème d'étude que l'on a donné. Donc il faut retenir qu'il y a cette idée de thématique, de lien avec un spécialiste, mais après les étudiants s'approprient ce thème et répondent à leur sauce, je dirais, à leur façon, avec leur facture graphique. Moi, je dirais que c'est quand même, il y a quand même une grande part d'autonomie. Enfin, même si on a le cadre du sujet, c'est une réponse qui est assez libre et notamment plus on avance dans les années, plus la part d'autonomie elle est grande et même si on est autonome et qu'on va quand même montrer l'avancée de nos projets régulièrement. Et enfin, moi, je me suis pas sentie freinée. Enfin, on est guidé, quoi. C'est pas des grosses contraintes. On est quand même assez libre dans les supports et tout, dans ce qu'on veut faire. Il y a une question sur les types d'ateliers qui existent à l'AIR, puisqu'on a vu là, à travers les projets, l'atelier sérigraphie. Et puis voilà, est-ce qu'il existe d'autres ateliers qui permettent aux étudiants de développer, concrétiser leurs projets? Oui, il y a toutes les ressources de l'AIR. Après, il y a des parcours avec ce qu'on appelle comment ça s'appelle, pas les fondamentaux, les prérequis, voilà, pour pouvoir accéder à ces ateliers, parce qu'il y a des protocoles, par exemple pour aller en sérigraphie, pour aller en gravure, etc. Mais effectivement, pour répondre à la demande des étudiants qui l'année dernière nous ont vraiment fait remonter, ça a toujours été le cas, mais là c'était vraiment très franc de nous dire en année 3, on n'a pas assez la possibilité de circuler dans l'école au premier semestre. Donc on a changé notre organisation et donc effectivement il y a des ateliers, il y a des étudiants qui ont pu choisir entre vidéo, animation, ça a été cité, photographie, sérigraphie, gravure. Voilà, les différents ateliers livres, différents ateliers comme cela. Et puis après, en fonction des projets et notamment dans la grande circulation de la semaine hors limite, il peut y avoir des accès à l'atelier verre ou à l'atelier métal ou l'atelier bois. Voilà. Et on a aussi évidemment beaucoup recours à l'atelier léger, ça peut être comme ça, qui est un atelier qui permet de faire des objets, notamment des dispositifs, quand on fait les expositions où on a la création de supports. Donc là, on travaille beaucoup avec cet atelier-là. Il y a aussi l'accès au Fab Lab qui est associé à l'école. Et puis, j'en oublie. Après, quand on a des collaborations, comme en 4e année avec une école d'ingénieurs, l'INSA, donc là, il y a des accès à des créations avec ces ingénieurs. C'est les élèves ingénieurs de support interactif intégrant du Arduino ou de la programmation. Mais ça, c'est aussi dû grâce au programme de recherche qui permet de circuler. Il y a l'atelier moulage aussi à l'école. C'est un inventaire à l'après-vert, si on fait toute la liste. C'est vrai. Il y a une question également sur, donc en fait, est-ce que l'atelier est ouvert aux professionnels de la médiation
qui souhaitent compléter leurs acquis professionnels et se former sur la didactique en particulier. Et puis, il y a une autre question qui fait écho, c'est en fait savoir si ce serait aussi une formation accessible en formation continue. Voilà. Alors, est-ce que tu veux que je donne des éléments de réponse, Olivier, ou... Oui, parce que moi, la seule chose que je peux dire, c'est que sur le recrutement extérieur, on a depuis quelques années une ouverture à des étudiants qui ont mais c'est pas la formation continue, ça ce sera peut-être à toi de répondre, mais des étudiants qui sont pas forcément issus du cursus art. C'est-à-dire qu'on prend des étudiants, là on a une étudiante en 4e année qui est carrément docteur en biologie et qui refait un cycle. On a aussi eu des étudiantes qui avaient un master en ethnologie, voilà. Il y en a qui intègrent l'atelier sur, je dirais, la maîtrise d'un savoir et une vraie envie de médiation, mais évidemment, ils ont quand même un fond de dessin, parce que, encore une fois, il faut quand même un certain nombre de savoir-faire. Après, formation continue, pas pour l'instant, mais je ne sais pas si tu as des éléments. Oui, non, bah justement, je voulais dire qu'effectivement, pour la formation continue, il n'y a pas encore cette formation qui est développée. Après, ça peut être une idée. On a un service de formation continue à l'école, donc il suffit de contacter le responsable de ce service, Grégory Jérôme, et puis de voir avec lui les différents types de formations qui sont proposées. Et puis, on a eu des candidats en didactique visuelle, là, pour la formation initiale, qui avaient candidaté dans le cadre de, comme tu disais, venant d'autres cursus et pas seulement des cursus artistiques, et qui venaient par le biais de plutôt valorisation des acquis. Voilà, donc ça existe tout à fait. Il y a une question sur, alors tu parlais de la 2e année en communication, et donc est-ce qu'il y a une sélection pour intégrer l'atelier didactique alors du coup après la 1re année, et puis ensuite après la 2e année pour l'intégrer en 3e année? Bah, a priori, la réforme est en cours, mais a priori, la sélection, non, puisque on a un numerus clausus de 8 étudiants maximum que l'on accepte d'intégrer, enfin, quand on intègre de l'école. Mais voilà, pour l'instant, c'était il y a des années, quand il y avait beaucoup plus d'étudiants en 2e année, on pouvait être au-delà de ce chiffre-là, mais depuis quelques années, on est plutôt en dessous. Donc, a priori, si l'étudiant a tous ses crédits, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Juste pour info, ça fait 2 ans qu'on a des étudiants qui se réorientent de Mulhouse. On a une étudiante en art de Mulhouse qui a intégré, qui fait un très beau parcours cette année, et puis là, une autre qui a candidaté, enfin qui candidate pour rentrer en didactique en venant d'art de Mulhouse. C'est toujours la même idée, c'est qu'il vaut mieux faire la 3e année pour avoir ce socle de formation. Et ensuite, évidemment, il faut quand même être, en phase avec notre approche. C'est-à-dire que c'est pas tout de trouver une place en didactique, mais si c'est quelqu'un qui a une approche je sais pas, complètement décalé ou qui est vraiment sur son travail personnel, plus artistique, plus expérimental, comme ça, et qui n'a pas cette envie d'ouverture, d'être au service d'un propos qui n'est pas forcément le sien au départ. Ça devient le sien, mais au départ, c'est pas forcément le sien. Ça, c'est une histoire de tempérament. Donc, c'est vrai que c'est quand même nécessaire mais c'est toujours le cas, de toute façon, d'échanger avec l'équipe. Quand ce sont des étudiants qu'on a vus au cours de la 2e année, forcément, on a un avis sur leur travail et on peut les conseiller le mieux possible. Mais voilà, a priori, venant de l'école, enfin, tu peux me reprendre si je dis une bêtise, mais a priori, si l'étudiant a tous ses crédits, il n'y a aucune raison de le... Et si on est en dessous du numerus clausus, normalement, il n'y a aucune raison de refuser un étudiant. Moi, je dirais que c'est plus, c'est une évidence, mais c'est plus une nécessaire compréhension des enjeux de l'atelier, et puis évidemment un échange pour discuter. On n'arrive pas comme ça, évidemment, dans un atelier sans du tout savoir ni quoi ni qu'est-ce, quoi. Donc venant de l'école, ça c'est la règle, mais c'est la règle pour toute l'école, a priori. Oui, tout à fait. Une question précise sur l'utilisation du récit, de la narration à des fins didactiques. Par exemple, est-ce qu'il est possible de faire une édition
pour expliquer, alors voilà, là c'était sur l'exemple d'un album pour enfants, pour expliquer des principes scientifiques. Est-ce que c'est une application de la didactique visuelle? Bah, totalement. Et là, vraiment, je ne sais pas qui a posé la question, mais je vous conseille d'aller voir sur les réalisations sur les sites, parce que vous verrez beaucoup de projets qui intègrent la narration. J'avais évoqué dans les partenariats ce travail avec le CDAD, le Conseil départemental d'accès au droit, qui était donc une application interactive pour expliquer la justice aux jeunes. Et vous verrez qu'il y avait vraiment parfois des récits dans lesquels on pouvait rentrer et puis on essayait de comprendre ce qui se passait, etc. Donc oui, oui, bien sûr, la narration est un des outils. Là, on lance un projet avec un collègue d'illustration qui s'appelle B autour de la bande dessinée scientifique, enfin de médiation d'un propos scientifique, pas forcément que scientifique d'ailleurs, ça peut être ethnographique ou sciences sociales ou autre. Et si vous jetez un œil dans l'édition, du côté de l'édition de la bande dessinée notamment, vous verrez qu'il y a de plus en plus de projets qui se servent de la fiction pour parler de questions extrêmement sophistiquées, que ce soit l'économie, l'écologie, voilà, c'est bien sûr, la narration fait partie des outils développés et à développer dans notre spécialité. Il y a une question sur l'équilibre entre les cours, qu'on appelle généraux, mais je pense que c'est peut-être cours théoriques, cours pratiques, et puis peut-être les projets, les workshops. Et puis peut-être que voilà, tu peux donner un exemple de semaine type pour donner un exemple d'équilibre entre les cours. Bah, la semaine type, c'est la structure qui, a priori, est plutôt partagée en com. C'est-à-dire que le début de la semaine, ce sont plutôt les cours techniques, mais pour nous, liés évidemment à des projets d'atelier ou à des logiques propres à l'atelier, notamment, je sais pas, l'enseignement un logiciel, par exemple, d'animation et d'interactivité qui s'appelle Hype. Donc, ça peut être des sessions comme ça, le lundi et le mardi sur ces outils-là. Il y a aussi donc ce cours de psychologie que j'évoquais sur le développement de l'enfant qui peut être le mardi. Ensuite, le mercredi, ce sont plutôt les cours théoriques. Donc, on a un enseignement théorique qu'on partage avec l'atelier d'illustration, avec le même enseignant qui s'appelle Olivier Deloignon. Et puis, les cours d'anglais aussi. Et les cours de morpho, puisqu'on a un enseignement spécifique sur la morphologie, donc pas l'anatomie, la morphologie. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelait l'anatomie artistique. Et puis le jeudi et le vendredi, ce sont les jours d'atelier. Donc là, on est sur les projets qui sont soit liés aux graphies, soit liés à l'illustration, au reportage, graphique, etc. Donc souvent, c'est ça, c'est technique début de semaine, grosso modo, hein, milieu de semaine théorie, et fin de semaine plutôt atelier, sachant que les cours théorie sont partagés. Après, tout ça peut bouger en fonction des semaines, en fonction des roulements, en fonction des journées d'études ou des autres choses. Merci. On a une question également. Donc là, on a vu principalement des travaux manuels avec des livres. Est-ce qu'il y a d'autres supports qui sont utilisés, d'autres projets sur d'autres supports? Là, c'est la question, c'est sur les types de supports. Oui, oui, tout à fait. Type de médias, ben, en gros, c'est à peu près tous les médias possibles et imaginables. Donc, on travaille donc l'édition, on travaille l'animation, on travaille le film vidéo. On a toute une collection qui s'appelle Art Propos, qui sont des petites collections, des petits films, enfin des petits films, des films d'histoire de l'art qui associent des historiens, des élèves, des étudiants historiens, maintenant des comédiens et des musiciens de l'AIR, plus nos étudiants. Et à chaque fois, une œuvre d'art liée à un musée de Strasbourg d'ailleurs, qui est étudiée. Donc ça, c'est des vidéos. Il y a aussi toute l'interactivité. Donc pendant un temps, ça a été des applications. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'interactivité en ligne. Et puis après, c'est les objets. Donc c'est vrai que dans le terme didactique tangible, il y a cette idée de tangible, d'objet, de faire des choses tangibles, manipulables. Donc c'est vrai que cette notion, mais là ça a été montré par notamment Camille, la notion d'objet fait partie
des supports imaginables, et après ces objets dans le cadre d'une exposition. Donc aussi l'exposition comme un médium, puisque cette dimension expographique, d'où la présence de Thomas Delamarre que j'ai cité, cette notion d'exposition pour nous voilà, fait partie aussi des protocoles d'apprentissage. Et là, Bérénice n'a pas montré ça, mais elle avait fait un très bel objet, là, très complexe et très complet pour l'exposition sur la photographie, qui était avec plein de dimensions, y compris des iPads avec des animations interactives qu'on glissait dans le dispositif. Mais voilà, c'est vraiment multimédia ou médium. Merci. Alors, il y avait une question sur est-ce que c'est possible de postuler à la fois en 3e et en 4e année? Alors, moi, je peux répondre en disant que non, en fait, hein, il faut choisir. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les formations. On choisit une année et une formation et on y postule. Sachant qu'après, tu me diras, Olivier, si c'est comme ça, enfin, tu me confirmeras, mais vous pouvez, enfin, nous, on vous encourage à postuler à votre niveau, c'est-à-dire que si vous avez un DNA, on vous encourage à postuler en 4e année. Après, les dossiers sont de toute façon examinés par les enseignants, enseignantes, et s'ils estiment que votre travail est intéressant, ils vous convoqueront en entretien et vous proposeront peut-être une 3e année uniquement. Enfin, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais C'est vrai que moi j'aurais tendance à dire il vaudrait mieux candidater sur l'année qui semble adaptée. C'est pas forcément l'année sur le papier qui correspond. Un DNMAT, encore une fois, l'année dernière, il y avait un certain nombre de DNMAT qui sont présentés en 3e année, un certain nombre en 4e année. En réalité, en 4e année, on en a retenu extrêmement peu parce que bizarrement, le niveau finalement était presque moins bon que ceux qui étaient prêts à refaire une 3e année. Donc, moi, je ne sais pas si c'est vraiment le niveau qui compte. J'ai l'impression que c'est plus l'espèce de compréhension du cursus et de est-ce que c'est bien de refaire une 3e année ou de tenter une 4e année. Et après, je dirais que tout ça n'est pas dramatique au sens où on vous propose, après c'est vous qui disposez, mais on vous propose effectivement d'intégrer telle ou telle année, quoi. C'est-à-dire, si c'est déjà arrivé qu'on upgrade quelqu'un en disant, mais toi, tu serais plutôt prêt pour une 4e année, ou au contraire, qu'on dit à quelqu'un, écoute, ce serait peut-être mieux que tu testes, que tu fasses le cursus complet, et après, c'est vous qui disposez. Donc, c'est pas. Mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est peut-être pas non plus indispensable de charger la 4e année, parce qu'il y a extrêmement peu de place. Donc, il faut vraiment se sentir mûr et voilà, et se sentir prêt à y aller, quoi. Parce que c'est vrai que en proportion, bêtement, il y a plus de possibilités en 3e année qu'en 4e année, clairement. Et peut-être une dernière question sur donc les différents supports, médias. Est-ce que les étudiants sont menés, voire encouragés à se spécialiser dans un type de média, ou bien est-ce que jusqu'à la 5e année, ils peuvent toucher à tout? Nous, la logique, c'est vraiment en 3e année, on essaye de faire tester le maximum de choses. Donc, c'est effectivement lié à ces rendus de projet qu'on avait évoqués tout à l'heure. Depuis cette année, on laisse, jusqu'à maintenant, on obligeait, entre guillemets, de faire de la vidéo et de la photographie. Aujourd'hui, on propose plutôt de faire un choix. Donc, c'est devenu optionnel, même en 3e année. Mais après, la logique de la 4e année, ça a été dit aussi par Camille, c'est en 4e année, ce qu'on essaye, c'est effectivement de plutôt passer les choses au choix. Donc, les étudiants creusent, voilà, plutôt la vidéo, plutôt tel médium, etc. Après, il y a des touches à tout qui restent des touches à tout, mais dans l'idée, c'est effectivement plutôt se spécialiser sur... Enfin, se spécialiser. C'est plutôt creuser comme ça un médium, effectivement. Tout en gardant toujours une palette, mais c'est vrai que la logique, elle est plutôt celle-là, découvrir le maximum de choses en 3e année
et creuser peut-être un peu plus en quatrième année. Et puis après, en diplôme, c'est autre chose. En diplôme, il y a 2 projets à mener. Et ça, c'est vraiment l'étudiant qui choisit son médium. Il n'y a aucune nécessité voilà, de toucher à tout en année de diplôme. Parce que de toute façon, l'année de diplôme, c'est la préparation au métier. Et donc, dans les métiers, on ne fait pas tout le temps, évidemment. Merci Olivier. Je crois que j'ai passé en revue toutes les questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur les admissions. Donc là, je vous encourage à venir à la conférence de mercredi à 19h. On parlera à la fois de l'examen d'entrée en première année et des équivalences, si vous avez voilà, des questions techniques à ce sujet. Alors peut-être du coup une ultime dernière question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a en quatrième année un encadrement pédagogique comme en troisième année? Alors une amorce de sujet, j'imagine que c'est pour le diplôme, j'imagine, pour le projet de diplôme. Donc comment est l'encadrement pédagogique, la différence en fait entre la troisième et la quatrième année? Je dirais qu'il y a plus d'options en quatrième année, d'une part. Il y a plus de choses à choisir. Il y a plus de choix possibles. En troisième année, il y a cette diversité de cours qui est quand même, pour l'essentiel, obligatoire. En quatrième année, il y a beaucoup plus de choix. Mais peut-être Bérénice pourrait répondre. Je ne sais pas si elle est là. Voilà. Par rapport au choix des cours en quatrième année? Voilà, oui, oui. En quatrième année, c'est vrai qu'on a beaucoup plus la possibilité de choisir, puisque par exemple, on va dire 2 ou 3 cours principaux où on a le choix entre 2 sujets. Donc, de partir plutôt dans quelque chose, par exemple, cette année, c'était un projet de groupe avec des professionnels de la santé, ou plutôt un projet avec autour d'une vidéo avec justement les étudiants de musique, de théâtre. Donc, c'était vraiment un choix, voilà, c'était plus là un projet plutôt autour de la culture des musées, enfin de l'explication d'une œuvre d'art, ou alors plutôt aller dans la santé. Et c'est vrai que le premier semestre est du coup assez rapide, puisque on a pas mal de projets, enfin moins qu'en troisième année, mais on a quand même beaucoup de gros projets. Et en fait, en parallèle de ça, pour le deuxième semestre, on commence à réfléchir à notre projet de mémoire. Donc on amorce un peu quand même l'idée du diplôme, puisque notre mémoire, c'est en rapport avec nos intérêts et ce qu'on a envie de faire par la suite. Et pareil, dans le choix du stage ou de l'échange, par exemple, je sais que moi, je pars dans un stage qui est en rapport avec justement mon sujet de mémoire. Donc, il y a quand même un début un peu de recherche, on va dire, autour de notre thématique et de nos choix futurs. Il y a une notion, merci Bérénice, il y a une notion que j'ai peu évoquée et qui pourtant est centrale dans l'atelier. Enfin, je l'ai dit entre les lignes, mais c'est la notion de travail de groupe. C'est vrai qu'en didactique, il faut aimer, enfin, quand on parlait des prérequis ou des profils, il faut aimer travailler en groupe. Parce que c'est un métier futur, forcément un métier de collaboration. Enfin, ça n'existe pas, quelqu'un qui fait de la médiation tout seul dans son coin. Forcément, déjà, il doit être en lien avec des experts, mais au-delà de ça, dans les médiums qui sont abordés, un film, par exemple, ça ne se fait pas tout seul. Il faut bosser avec toute une équipe. Et quand on fait une exposition, c'est pareil, il faut toute une équipe. Donc, voilà, cette notion de groupe est très importante. Donc, sur l'encadrement, oui, il y a un peu moins des sujets sont un peu plus importants, sont un peu plus ambitieux. On commence à mettre un vrai pied dans la recherche, donc il y a tout ce travail, notamment sur lequel a travaillé Bérénice sur des outils de simulation en santé, etc. Donc c'est des gros projets. Il y a toujours cet encadrement avec différentes compétences associées au cours. Et puis après, il y a ce qu'a dit Bérénice, c'est-à-dire le tutorat, l'accompagnement, mais ça c'est partout dans l'école. Chaque mémoire a un tuteur, donc chaque étudiant a un tuteur qui va l'accompagner sur le second semestre. Merci. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Bérénice? Non, c'est vrai que j'allais compléter en disant que la quatrième année, on avait vraiment le choix et ça nous permet du coup de se rapprocher de ce qu'on veut faire par la suite. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Voilà, il n'y a plus de questions. De toute façon,
Voilà, je pense qu'on a été assez complet. Je vous remercie tous les trois. Je renvoie toujours au site, d'une part, et d'autre part, si jamais il y a des questions, évidemment, on peut envoyer des mails et on répond, on peut visiter l'atelier, on peut rencontrer des étudiants, rencontrer des profs. Tout est ouvert. Mieux on prépare l'intégration, mieux c'est, hein. J'ai remis le lien du site Didactique Visuelle dans la conversation. Ok, bon. Merci Camille, merci Bérénice, et merci tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.